premier témoignage connu d'une apparition extraterrestre date de 1947. C'est celui d'un homme d'affaires américain qui, s'il passe à l'époque pour un fou, lance pourtant le début d'une vague de centaines de milliers d'autres récits comme le sien. On parle de plus de 150 millions de témoignages recensés aujourd'hui dans le monde. Un grand nombre de gouvernements ont d'ailleurs leur propre service d'enquête sur la question des ovnis. Des services longtemps restés top secrets, mais qui commencent peu à peu à rendre public le contenu de certaines enquêtes. C'est le cas notamment de l'Angleterre, où Nick Pope, ancien haut fonctionnaire chargé d'enquêter sur les observations d'ovnis, nous raconte le jour où sa vie a basculé. Il fait maintenant la lumière sur cet événement sans précédent, jamais révélé jusqu'à présent, et pour cause. Jugez plutôt. Dans la nuit du 30 mars 1993, un mystérieux engin d'origine inconnue va violer l'espace aérien britannique. Cette nuit-là, des dizaines de témoins, policiers, militaires et civils, affirment avoir vu un objet volant de très grande taille qui ne ressemblait en aucun point à un avion. Les policiers se trompent rarement quand ils disent avoir vu quelque chose. On peut se fier à leur description car ils sont habitués à faire des rapports circonstanciés. Durant la journée, il y avait de plus en plus d'appels de gens qui décrivaient tous la même chose. Il était clair que j'avais affaire à un événement majeur. Plus inquiétant encore, l'objet va survoler durant la nuit 2 bases aériennes de l'armée de l'air britannique. Qui pilotait ce mystérieux engin? Et surtout, pour quelle raison a-t-il ainsi survolé la Grande-Bretagne? La question doit impérativement trouver une réponse. Type d'appareil, inconnu. Origine, inconnu. Objectif du vol, inconnu. La vraie question dans cette affaire, c'est est-ce que cet ovni était d'origine extraterrestre? Pour Nick Pope, l'homme chargé d'enquêter sur ce dossier au sein du ministère de la Défense, commence alors l'enquête qui va ébranler toutes ses convictions sur la question. Pouvait-il s'agir d'un vaisseau extraterrestre? Oui, c'est possible. Cette affaire est restée top secrète pendant plus de 10 ans. Tout commence en 1991, date à laquelle Nick Pope se retrouve en charge du bureau 2A au sein du ministère de la Défense britannique. Un service secret chargé d'enquêter sur les phénomènes aériens non identifiés. Un vestige du vaste département nommé Flying Saucers Group, créé durant la guerre froide. Le poste a des allures de mise au placard. Pourtant, dès le début de sa mission, Nick va être surpris par le nombre de comptes rendus d'observation qui arrivent chaque jour sur son bureau. Je recevais environ 200 à 300 rapports d'observation chaque année. Mais en remontant dans le temps, je me suis aperçu qu'à l'époque où je suis entré en fonction, il y avait plus de 10 000 rapports consignés dans les archives. Avec 5 rapports d'observation par semaine en moyenne, Nick travaille sans relâche pour vérifier systématiquement toutes les hypothèses. J'étudiais scrupuleusement tous les rapports. Je devais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour tenter d'apporter des explications. Et je pense que dans 90 à 95% des cas, j'y parvenais aisément. Dès que j'étais saisi d'un rapport, je me livrais à une série de vérifications. Nous étions par exemple informés de tous les plans de vol des avions civils et militaires. J'essayais donc de trouver des corrélations entre ces informations confidentielles et ce qui avait été observé. Dans la plupart des cas, je trouvais rapidement une explication, que ce soit un avion, un ballon météo, un satellite ou même une entrée de météores dans l'atmosphère. Là où la plupart des témoins sont convaincus d'avoir vu un ovni, Nick parvient donc à trouver des explications rationnelles. Mais l'objectif réel de sa mission n'est pas d'informer le public. Mon travail n'était pas de démontrer que les phénomènes aériens non identifiés existent. Il consistait à évaluer les rapports d'observation pour garantir au ministère qu'il n'y avait aucun cas susceptible de représenter une menace en termes de défense nationale. Lorsqu'il arrive à son bureau, Nick Pope est donc loin de se douter de ce qui l'attend. Durant la nuit, un mystérieux engin de très grande taille et de forme triangulaire a été aperçu dans le ciel de Grande-Bretagne. Mais cette fois, ce sont des dizaines de témoins qui ont vu la même chose.
Mon téléphone a sonné, j'ai décroché. C'était un policier de Devon qui avait vu l'OVNI avec un collègue durant la nuit. J'ai enregistré sa déposition comme j'avais l'habitude de le faire dans ce genre de cas, puis j'ai raccroché. Et le téléphone a sonné à nouveau. Puis un autre appel est arrivé, et ainsi de suite. Plus la journée avançait, plus il y avait d'appels. Et tous racontaient la même histoire. C'est là que j'ai compris que j'avais affaire à un événement sans précédent. En tout, ce sont plus d'une cinquantaine de rapports qui font état de la même observation. Mais il y a plus troublant. Un grand nombre de ces comptes rendus proviennent de témoins considérés comme extrêmement fiables. La qualité des témoins était vraiment exceptionnelle. Il y avait des policiers, des militaires. Tous me décrivaient les mêmes feux au-dessous d'un vaisseau de forme triangulaire. C'était un point commun à tous les rapports, civils comme militaires. À ce stade, Nick n'a encore aucune idée précise de la nature réelle de l'engin. Mais il sait déjà qu'il se trouve face à quelque chose d'extrêmement sérieux, voire inquiétant. Voici ce qui ressort de la synthèse des rapports établis par le ministère de la Défense. Il est 21h30 le 30 mars 1993, lorsque des lumières formant un triangle de taille imposante sont aperçues à l'horizon, à l'ouest des côtes. En quelques secondes, l'objet entre dans l'espace aérien britannique et commence alors son vol au-dessus du pays. À 22h, un policier en patrouille dans le comté de Somerset signale un gigantesque objet volant à basse altitude en direction du sud. Les différents signalements sont si détaillés que Nick peut presque reconstituer en détail le plan de vol de l'engin. Et celui-ci semble bien avoir un plan. En effet, il va survoler en ligne directe deux bases stratégiques de l'armée de l'air britannique, celle de Cosford puis celle de Shawbury. En tout, l'engin va survoler le sud du pays pendant plus de 5 heures. Il est 1h10 du matin, lorsqu'un second policier aperçoit l'immense objet se déplaçant en silence en direction du nord cette fois. Ce rapport était extrêmement étonnant. Il décrit un vaisseau de plusieurs centaines de mètres de diamètre. Le témoin affirme que c'était comme si on avait mis deux Concorde côte à côte. Témoignage corroboré par d'autres signalements similaires. Plusieurs témoins crédibles ont même estimé la vitesse de l'engin qui volait selon eux à plus de 2000 km/h. Mais pour Nick, le vrai problème est ailleurs. Quelle que soit la nature de cet engin et sa destination, il a survolé deux bases militaires stratégiques et cela faisait clairement penser à une mission de reconnaissance. Nick doit répondre au plus vite à cette question. Il se tourne alors vers les stations d'alerte radar de l'armée britannique. Conçues pour détecter le moindre missile balistique en approche, leurs radars sont capables de pointer un objet de quelques centimètres de diamètre volant dans un rayon de plus de 100 km alentour. Le vaste engin triangulaire illuminé par 3 feux puissants et se déplaçant en silence pourrait correspondre à une formation de satellites en orbite autour de la Terre. Ces images de satellites montrent bien comment ceux-ci peuvent souvent être confondus avec des ovnis. Mais dans le cas présent, la réponse est négative. Toutes les stations radar confirment qu'aucune formation de satellite, susceptible de correspondre à la forme triangulaire décrite par les témoins, ne volait cette nuit-là au-dessus du pays. Nick découvre alors une autre explication. Cette nuit-là, le lanceur du satellite soviétique Cosmos 2238 est retombé dans l'atmosphère. Les heures et les positions semblent correspondre. Pour le journaliste David Clark, qui a enquêté sur cette affaire, pas de doute possible. Si on considère ce que la plupart des témoins décrivent,
Ce sont deux lumières blanches se déplaçant très rapidement dans le ciel avec une traînée qui est en fait la trace d'ions en fusion que laissent les débris spatiaux en entrant dans l'atmosphère. D'autres témoins parlent d'une troisième lumière, mais selon moi, c'est davantage le résultat d'un schéma mental. Les gens se projettent une image qui correspond à ce qu'ils veulent voir. C'est à partir de là que l'idée d'un ovni de forme triangulaire apparaît. Selon moi, on peut clairement affirmer que l'objet aperçu le 31 mars 1993 n'est autre que le lanceur du satellite russe au moment de sa retombée dans l'atmosphère. Mais Nick Pope refuse de se contenter de cette seule version. Cosmos 2238 peut expliquer les observations d'un objet à très haute altitude à 1h10 du matin. Mais il ne peut en aucun cas expliquer toute l'histoire. En particulier, le fait que l'OVNI ait été observé en plusieurs endroits, volant à très basse altitude. Son intuition va s'avérer juste. Le puissant radiotélescope de l'observatoire Jodrell Bank dans le Cheshire scrute le ciel depuis plus de 50 ans à la recherche d'autres formes de vie dans l'univers. Ian Morrison, qui dirige l'observatoire, confirme le point de vue de Pope. On peut apercevoir une formation de lumière dans le ciel pendant quelques minutes. Mais personnellement, je ne pense pas que ce qui a été observé cette nuit-là avait pour origine des débris venus de l'espace, car ces phénomènes sont en général de courte durée. Et la configuration de ces points lumineux peut se modifier en fonction de la vitesse à laquelle les débris chutent dans l'atmosphère. Cosmos 2238 peut donc au mieux expliquer certaines observations faites cette nuit-là, mais en aucun cas celle qui mentionne un vaste engin triangulaire volant à basse altitude à proximité de bases militaires. Une observation faite par une centaine de témoins, sans compter tous ceux qui n'ont pas osé parler de ce qu'ils ont vu sur le moment. Il est 22h en cette nuit du 30 mars 1993 lorsqu'Estelle Burridge rejoint son domicile situé à proximité de la base aérienne de Shawbury. Elle n'oubliera jamais ce qu'elle a vu ce soir-là. J'étais à environ 2 km de chez moi lorsque j'ai aperçu des feux puissants sur ma droite. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un éclair. Mais en y regardant de plus près, les feux émettaient un son étrange. Un grésillement semblable à celui des lignes à haute tension. Les feux semblaient tous rattachés au même engin. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Les feux étaient de forme triangulaire et le faisceau était très intense. J'avais qu'une envie, c'est d'arriver chez moi au plus vite. J'avais jamais vu un truc pareil auparavant. Et jamais je n'ai rien vu de semblable depuis. Une description qui correspond étrangement à d'autres observations faites par des témoins situés à plusieurs endroits dans le sud du pays. Mais cette fois, les rapports ne proviennent pas de civils, mais de témoins que Nick Pope considère extrêmement fiables. Ceux-là même qui, en temps normal, l'aident à élucider les cas d'observation erronés. Or, Nick sait pertinemment que militaires et policiers se montrent en général très réticents à faire ce genre de signalement par peur d'être tournés en dérision par leurs collègues. L'inspecteur Gary Hazeltine en sait quelque chose. Il fait partie des meilleurs experts du témoignage en Angleterre. Il a participé notamment à l'enquête sur la vague d'attentats qui a frappé Londres le 7 juillet 2005. Il a étudié tous les signalements faits par des policiers dans la nuit du 30 mars 1993. Selon lui, ils doivent être considérés avec le plus grand sérieux. Quand un policier affirme avoir vu quelque chose, il est rare qu'il se trompe. Rédiger un rapport fait partie de leur culture professionnelle. Ils décrivent les faits de façon précise, comme s'ils devaient être présentés devant un tribunal. Les policiers appartiennent à un club fermé, dans lequel on a une réputation à tenir. Et si vous levez le doigt pour dire quelque chose, vous avez intérêt à ne pas dire n'importe quoi. Sinon, vos collègues et vos supérieurs ne vous ratent pas. Mais parmi tous les rapports d'observation qui émanent de policiers cette nuit-là, il y en a un qui va retenir toute l'attention de Nick Pope.
C'est celui de 2 policiers militaires affectés à la surveillance de la base de l'armée de l'air de Cosford. Voici un extrait de leur déclaration. Ce soir-là, nous étions en patrouille sur la route qui longe la base. Soudain, j'ai vu 2 feux de forte intensité dans le ciel, à peu près au-dessus des pistes. Ces lumières se déplaçaient à grande vitesse en direction du sud-est à une altitude d'environ 300 mètres. Elles étaient rondes et n'émettaient aucun faisceau. Les feux étaient de couleur blanche et tous de même apparence. Je suis descendu du véhicule, on n'entendait aucun bruit de réacteur. Les feux ont viré au rouge en disparaissant à l'horizon. L'officier de quart a immédiatement contacté les autres bases aériennes et tours de contrôle du secteur pour savoir s'ils avaient un trafic en cours qui puisse expliquer ce survol. La réponse était négative. Aucun avion connu ne volait dans le secteur à ce moment-là. Nick va confronter ce compte-rendu avec celui d'un autre témoin civil qui se trouvait à proximité de la base aérienne. Là encore, l'observation correspond étroitement à celle faite par les 2 policiers. Feu de couleur blanche, volant à environ 300 mètres d'altitude. Le mystère s'épaissit. Mais un témoignage crucial va littéralement balayer les derniers doutes encore possibles. Il provient cette fois de la base aérienne de Shawbury, située à une trentaine de kilomètres de la première. De la base de Cosford, l'engin s'est déplacé très rapidement vers Shawbury. Là, il a été aperçu par l'officier météo de la base. Son rapport mentionne qu'il a vu les feux de l'engin se rapprocher des pistes avec des déplacements assez rapides. Il a évalué sa vitesse à plusieurs centaines de km/h, en aucun point comparable à celle des avions qu'il avait l'habitude de voir. Il a décrit les feux comme semblables à des rayons laser et a précisé qu'il semblait chercher quelque chose au sol. Il précise aussi qu'il est officier météo depuis 8 ans et qu'il n'a jamais rien vu de semblable. Cette fois, plus aucune hésitation n'est permise. Nick est maintenant certain qu'un engin de type inconnu a survolé les 2 bases durant la nuit. Il sait aussi qu'il va devoir remuer ciel et terre pour trouver une explication. Il en va de la sécurité nationale. À n'importe quel moment, on peut savoir clairement ce qui vole dans notre espace aérien grâce à notre réseau de stations radars civiles et militaires. On peut même savoir ce qui vole au-dessus de nous dans l'espace grâce à la station d'interception des missiles balistiques de Flying Dells. Et là, surprise, elle vient du centre de contrôle aérien de West Drayton. La signature radar d'un appareil de ligne a bien été enregistrée au-dessus de Shawbury à l'heure des signalements. Pour le journaliste David Clark, tout s'explique. Si vous reprenez le dossier du ministère, il mentionne bien un signalement d'appareil au-dessus de la base au moment même où l'OVNI a été aperçu. Ce contact provient du centre de West Drayton. Les heures correspondent exactement. C'est marqué en noir sur blanc dans le dossier. 2h40, soit 1h40 Zulu. J'en déduis donc que la tour de contrôle était en fait en communication avec le prétendu OVNI. Ce document donne une image précise de l'ensemble de l'activité aérienne cette nuit-là. J'ai donc été voir les spécialistes du contrôle du trafic aérien pour faire le point avec eux sur tout ce qui se trouvait en l'air, et voici la liste détaillée qu'ils m'ont fournie. Je l'ai mise en relation avec les différents signalements d'OVNI. Et effectivement, il y a bien un appareil volant au-dessus de Shawbury à l'heure où l'OVNI a été aperçu. Mais l'information essentielle provient de ces 3 derniers chiffres qui précisent l'altitude de l'appareil. Or, celui-ci volait à plus de 20 000 pieds. « 6 000 mètres, une altitude qui ne correspond en rien à celle mentionnée par les militaires de Cosford et de Shawbury.
Et le détail fait toute la différence, car aucun des témoins n'aurait pu fournir une description si précise d'un engin volant à cette altitude. Tandis qu'à 300 mètres, l'altitude mentionnée par les témoins, presque n'importe qui pourrait identifier un appareil de type connu. Les militaires n'auraient donc pas risqué de mettre en jeu leur réputation en signalant un ovni. Alors, quel était cet engin et quelle était sa mission? Nick Pope doit le découvrir impérativement. Il envisage alors une dernière possibilité, celle d'un prototype ultra secret dont seuls quelques militaires auraient eu connaissance. Mais quelque chose ne colle pas. Si l'armée britannique était en train de tester un de ces prototypes cette nuit-là, et que c'était l'origine probable des rapports d'observation d'OVNI, il est évident que nous aurions été bien sûr au courant, et on m'aurait rapidement intimé de cesser toute investigation. Les prototypes militaires, aussi appelés Black Project, en raison de leur caractère ultra secret, ont souvent été à l'origine de signalements d'ovnis et de fantasmes liés aux extraterrestres. Il a même été démontré que le bombardier furtif B-2 et le chasseur furtif F-117 américain ont fréquemment été confondus avec des ovnis avant leur divulgation officielle. Mais Nick Pope n'est pas de ceux qui peuvent se leurrer longtemps sur ces questions. En tant que responsable du bureau 2A, il est même habilité à poser toutes les questions nécessaires pour lever une zone d'ombre. Or, à la question « L'armée britannique opérait-elle un vol d'avions secrets au-dessus de Shawbury et de Cosford dans la nuit du 30 mars 1993 ?» la réponse est encore une fois négative. Dès lors, il ne reste plus qu'une seule hypothèse, la plus improbable, qu'un gouvernement étranger ait fait voler un prototype cette nuit-là au-dessus du territoire anglais, et ce, sans avoir requis d'autorisation de l'armée de l'air britannique. Il y a une rumeur qui a couru longtemps concernant un prototype secret américain baptisé Aurore, que l'on soupçonnait de voler au-dessus du territoire britannique. Nous avons interrogé l'ambassade des États-Unis et nous avons reçu une réponse officielle d'État à État. L'affaire a même été discutée au Parlement. Aurore n'a jamais existé. Et Nick ne va pas en rester là. Le 22 avril 1993, moins d'un mois après la mystérieuse vague d'observation, il interroge directement les autorités américaines sur la question. Mon chef de service a écrit personnellement à l'ambassadeur des États-Unis pour demander si ces observations d'OVNI pouvaient avoir été provoquées par un appareil ultra secret américain ayant survolé le pays. La réponse qu'il reçoit alors est des plus surprenantes. Les Américains vont en quelque sorte lui retourner la question. Officiellement, les Américains ont abandonné toute investigation sur les ovnis depuis 1969. Mais ce document qui m'a été adressé par le chef de la défense aérienne est édifiant. Il dit « Veuillez noter que suite à ma requête, notre attaché militaire à Washington a été questionné pour savoir si la Grande-Bretagne avait elle-même opéré un vol secret au-dessus du territoire américain. » Il est donc clair que tandis que nous interrogions les Américains sur la question, ces derniers enquêtaient parallèlement sur une affaire de survol de leur territoire par un ovni et se demandaient si nous étions en mesure de les aider à solutionner cette énigme. L'événement sans précédent qui s'est produit dans le ciel britannique durant la nuit du 30 mars 1993 ne sera cependant pas considéré comme une atteinte à la sécurité nationale, faute de s'être reproduit. Nick se trouve alors dans l'obligation de refermer ce dossier, mais sa conclusion en dit long sur l'étendue du mystère qui demeure. Type d'appareil, inconnu. Origine, inconnu. Objectif du vol, inconnu. Une conclusion validée par les plus hautes instances du ministère de la Défense. Cette déclaration officielle est totalement inédite dans les annales de la défense. Elle affirme que dans ce cas précis, il semble bien y avoir des preuves qu'un objet volant d'origine inconnue
a survolé le territoire britannique. Par cette déclaration, le sommet de la hiérarchie militaire reconnaît donc le survol du territoire national par un objet volant non identifié. Quant à Nick, il a dû attendre 10 ans avant de pouvoir évoquer publiquement cette enquête, classée secret défense jusqu'en 2006. Pour Ian Morrison, qui recherche depuis longtemps des traces de vie extraterrestre dans l'espace, la question de l'origine exacte de l'engin ne peut cependant être tranchée. La vraie question qui se pose est la suivante. Les ovnis sont-ils d'origine extraterrestre? En ce qui me concerne, je pense qu'aucun vaisseau extraterrestre n'a encore visité notre planète à ce jour. Mais je n'écarte pas la possibilité que la chose puisse arriver. Ça paraît difficile à croire, mais ce n'est pas impossible pour autant. À vrai dire, je pense que nous entrerons en contact avec les extraterrestres de cette façon, en contact direct, plutôt qu'en interceptant des signaux venus d'autres galaxies. Nick Pope a aujourd'hui quitté le bureau d'ESA, mais cette affaire continue de le hanter. J'ai mené cette enquête sans aucune idée préconçue. J'ai tenté de résoudre cette affaire au même titre que toutes celles qui m'étaient confiées. Mais dans ce cas précis, je n'ai trouvé aucune explication rationnelle. On avait affaire à un engin d'origine inconnue et je n'ai pas la moindre idée de ce que c'était. Seule certitude à ce jour, la nuit du 30 mars 1993 aura véritablement fait voler en éclats toutes ses convictions sur la question extraterrestre. S'agissait-il d'un vaisseau extraterrestre? Si l'on prend en compte la vitesse et les caractéristiques de cet engin, elles sortent totalement du cadre de ce que nous connaissons. C'est déjà un indice sérieux en faveur de cette thèse. Or, ce n'était pas non plus une observation erronée d'un appareil ou d'un phénomène connu. Ce n'était pas non plus un prototype ultra secret. C'était un véritable ovni, un engin inconnu. Pouvait-il être extraterrestre? Oui, je le pense.